Donc aujourd'hui, on va parler des facettes des objets connectés ou pourquoi on ne peut pas les aborder comme les objets standards. Mais d'abord, un petit merci à nos sponsors, sans qui nous ne serions pas là, pour discuter de tous ces sujets. Revenons à nos objets connectés. 100 milliards. C'est l'estimation du nombre d'objets connectés d'ici la fin de l'année. C'est colossal. Si on ramène ça au nombre de personnes sur Terre, ça fait en moyenne 10 objets par personne. Et effectivement, ça va très vite. Un smartphone, une tablette, une montre, une enceinte, une télé, le Linky, la box en sont aussi. Donc on y arrive très vite à 10. Ce qui va vite aussi, c'est la croissance de ces objets. Il y a une quinzaine d'années, on les découvrait à peine. Aujourd'hui, ils sont omniprésents. En termes de chiffre d'affaires, ça représente 400 milliards de dollars aujourd'hui et ça continue de progresser. Avant de continuer, posons-nous d'abord cette simple question. Pourquoi connecter les objets? Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce qu'on y gagne? Prenons le cas d'un volet battant. Alors, je ne sais pas si vous avez ça chez vous, c'est une expérience de vie quotidienne fabuleuse. Tous les matins, vous devez faire le tour de vos pièces pour aller ouvrir la fenêtre, ouvrir les volets, fermer la fenêtre, et puis le soir, vous recommencez. Vous ouvrez vos fenêtres, vous fermez vos volets et vous fermez vos fenêtres. Au passage, vous faites piquer par une armée de moustiques et vous dites que les boutons seraient bien mieux à côté des fenêtres. Vous allez donc les motoriser pour n'avoir plus qu'à appuyer sur les boutons. Mais il faut encore faire le tour de toutes les pièces. Et moi, personnellement, je suis feignant, donc même ça m'ennuie. Donc je vais vouloir aller encore plus loin en les automatisant pour n'avoir plus qu'un seul bouton sur lequel appuyer le matin, quand je me lève, ou le soir, quand je vois le soleil se coucher. Et là encore, ma plus-value n'est pas terrible, donc je vais aller encore plus loin en les connectant cette fois-ci à un service de météo pour pouvoir récupérer l'heure du coucher du soleil, pour fermer automatiquement mes volets. Et je vais même pouvoir faire mieux. L'été, je vais pouvoir suivre la trajectoire du soleil pour fermer mes volets et garder ma maison au frais toute la journée. Donc qu'est-ce qui a changé? On a gagné du confort, mais on a perdu quelque chose dans l'histoire. Ce sont les interactions. Initialement, on avait 2 interactions par jour et par volet, et maintenant, on n'en a plus aucune. Et ce constat, on peut le refaire sur tout un tas d'autres objets. L'arrosage automatique, qui, pareil, avec la météo, pourrait savoir s'il a besoin de se déclencher ou non. Le radiateur qui pourra se déclencher avec mon agenda au bon moment pour que quand j'arrive chez moi, j'ai mes 19 degrés. Ou encore mon alarme qui pourra très bien se connecter à ma serrure et savoir quand s'enclencher toute seule sans que j'ai besoin de taper mon code. Alors il y aura toujours des exceptions. Le robot cuiseur, la balance, la voiture, mais là encore, les interactions ont complètement changé. Le robot cuiseur, quand je l'utilise et que je lui obéis au doigt et à l'œil, clairement, l'objet connecté, c'est moi. La balance, je monte dessus, mais je ne la regarde plus. Je préfère jouer les traders avec mon appli derrière. Et puis la voiture, je monte dedans, mais bientôt, j'ai espoir de ne plus avoir besoin de la conduire. Donc qu'est-ce que je retiens de tout ça? Alors personnellement, la première chose que je retiens, c'est que j'aurais dû mettre des volets roulants. En plus, les volets battants, ça laisse passer la lumière. Il fallait négocier avec madame la couleur des rideaux occultants. Non, plus sérieusement, ce que je retiens, c'est que je n'achète plus un objet, mais une expérience dans son ensemble. Quand je suis en magasin, je ne suis plus en train de me demander est-ce que cet objet sera bien dans mon salon, est-ce qu'il sera beau? Je suis en train de regarder les services avec lesquels on peut l'interconnecter. Est-ce que ce sont des services que j'utilise? Avec lesquels objets je peux le connecter? Est-ce que ce sont des objets que je possède? Ou je vais même voir sur mon téléphone, sur l'App Store, le Play Store, l'application, à quoi elle ressemble? Est-ce qu'elle est jolie? Est-ce qu'elle est bien notée? Aujourd'hui, une note sur un App Store, ça devient un critère d'achat en magasin derrière pour un vrai objet. Et ça change complètement notre façon d'aborder les objets, aussi bien sur la fabrication, le développement ou l'utilisation. Et c'est ce qu'on va voir en retraçant la vie d'un objet connecté. Sur chacune des étapes, il y a des facettes cachées qu'on va découvrir. À commencer par la conception. Alors si on prend l'approche habituelle, quand on conçoit un objet, on va chercher plutôt à réduire son coût et optimiser le stockage, le processeur, la mémoire, tous les éléments hardware de l'objet, pour peut-être gagner que 2 €, mais fois le nombre d'objets, on arrive très vite à 20 000 €. C'est toujours mieux dans notre poche que dans celle de quelqu'un d'autre. Si on prend le cas d'un objet connecté, donc ici une box qu'on va brancher directement sur la télé des grands-parents pour partager les photos des petits-enfants. Et pour ça, on a fait ce choix de mettre 16 Go de stockage, 2 Go de RAM, puis le processeur de base. Et si maintenant, quand nos utilisateurs commencent à envoyer des photos, ils en envoient tellement que notre box n'a pas assez de stockage pour contenir toutes les photos. Ou si notre box n'est pas capable de décoder les vidéos prises avec le dernier iPhone. Donc là, il va falloir mettre des solutions de contournement pour pouvoir continuer le service, de redimensionnement, de conversion. Tout ça, ça va avoir un coût de développement de 15 000 à 20 000 € par exemple, et puis un coût d'infrastructure de 3 000 à 5 000 €. Donc au final, pour gagner 20 000 €, on vient de perdre 25 000 €. Ce n'est pas la meilleure opération, mais elle n'est pas critique non plus. Sauf qu'en fait, on va gagner qu'une seule fois 20 000 €,
mais peut-être qu'à chaque fonctionnalité qu'on va vouloir ajouter, on va perdre 25 000 euros. Donc il faut vraiment se donner de l'espace quand on crée les objets pour aller là où les utilisateurs nous attendent. On ne sait pas forcément à l'avance, et si on n'a pas cet espace, on va se retrouver devant un mur. Si on veut vraiment économiser de l'argent, il y a un moyen beaucoup plus simple, c'est de lutter contre ce biais cognitif, qui est de vouloir rendre accessible physiquement sur l'objet toutes les fonctions qui existent à travers la connexion. Prenons cette enceinte sur laquelle j'ai ajouté un écran qui nous permet par exemple d'aller sur les playlists, de sélectionner notre musique. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Personnellement, j'ai plusieurs de ces enceintes. Elles ont toutes au moins 5 boutons et sur chacune d'elles, j'utilise qu'un seul bouton, c'est on-off, et à chaque fois, je prends mon téléphone et je fais le reste. Donc vraiment, lutter contre ce biais, ça va nous permettre de faire des économies à la fois de hardware et de développement. Donc un écran, et développer une interface graphique, ça coûte bien plus cher que 2 €. Et en bonus, on aura de meilleures statistiques d'usage, puisque en fait, on sait qui se trouve derrière un téléphone, mais sur un objet, on ne sait pas vraiment. Ça peut être monsieur, madame, les enfants, on ne sait pas trop qui il y a. Le deuxième point, ça va être la découverte. Donc vous avez fait votre objet, les gens l'achètent et ils le découvrent. Et là, la première expérience avec l'objet, ce n'est pas forcément celle qu'on croit, c'est celle de la connexion. Alors généralement, pour connecter l'objet, ça va se passer à peu près comme ça. Vous avez votre smartphone qui est connecté à votre réseau de maison. Vous allez envoyer ces informations-là à l'appareil en Bluetooth et il va les utiliser pour se connecter. Jusque-là, ça paraît simple. Maintenant, si on fait apparaître des contraintes physiques comme la fréquence, on voit qu'il y a un truc qui ne marche pas. Notre objet, il est en 2,4 GHz, sa fréquence, c'est ce dont il a besoin pour fonctionner. Il n'a pas besoin de plus, ça porte plus loin, c'est plus économe, donc c'est parfait pour lui. Par contre, vous, votre smartphone, il est connecté à votre Wi-Fi en 5 ou 6 GHz pour aller regarder vos dernières séries sur votre plateforme. Donc là, on a un problème de fréquence, un peu comme les ultrasons ou les infrarouges. Ils ne se voient pas, ils ne s'entendent pas, donc en fait, ils ne peuvent pas communiquer entre eux. Et cette problématique, il va falloir l'amener aux utilisateurs parce que vous n'allez pas réinventer les lois de la physique pour votre objet. Et donc, il faudra voir comment l'apporter. Donc, quelle est la solution? Est-ce que c'est de laisser l'utilisateur saisir le nom du Wi-Fi dans l'application, mais on risque d'avoir ces problèmes d'incompatibilité? Est-ce que c'est de s'assurer dans l'application qu'on est bien connecté à un Wi-Fi 2,4 GHz et d'imposer celui-là? Mais alors, comme la plupart de vous, je dois avoir un Wi-Fi unifié qui gère toutes les fréquences. Et je ne peux pas dire à mon téléphone de se mettre sur le 2 Go si j'ai un 6 GHz à côté. Donc là, pour mon cas, il va falloir que j'aille sur mon routeur désactiver les bandes de fréquence. Ce n'est pas le plus simple, il faudra que j'aille expliquer ça à ma mère après. Et puis sinon, la meilleure solution, c'est peut-être de lister les réseaux depuis l'objet connecté. C'est un peu plus compliqué, mais au moins on est sûr que c'est des réseaux qu'il va pouvoir supporter. Vous avez réussi à connecter votre appareil. Et la deuxième expérience, parce qu'il y en a une deuxième, c'est la mise à jour. Alors pourquoi la mise à jour? Généralement, quand vous allez concevoir un objet, ça va se passer à peu près comme ça. Vous développez votre firmware et vous allez l'envoyer étonnamment en Chine pour la fabrication de l'objet, où il va pouvoir être embarqué sur l'objet. Là, il va revenir, ça va être un peu plus long par conteneur, et ça va prendre un peu de temps pour revenir chez nous. Vous allez le stocker avant de l'envoyer dans vos points de vente, où il va être encore une fois stocké, puis mis en rayon, avant d'arriver chez vos utilisateurs finaux. Tout ça, ça prend du temps. Plusieurs semaines, plusieurs mois, et pendant ce temps, vous continuez d'itérer, d'évoluer, et donc vous développez des nouveaux firmware. Et pour le coup, il y aura des mises à jour. Et ça sera encore plus vrai avec le temps, puisque le vieil objet qui est resté en rayon dans le magasin, quand il va être ouvert, il sera à l'ancienne version. Et vos utilisateurs se retrouvent devant ce dilemme de savoir est-ce que je mets à jour et je dois attendre, alors j'ai qu'une envie, c'est de jouer avec, ou bien est-ce que je l'utilise tout de suite, mais je vais peut-être passer à côté de correctifs ou à côté de fonctionnalités. Et il y a encore un autre dilemme, c'est si les mises à jour sont trop longues. J'ai personnellement travaillé sur un objet où la mise à jour mettait 15 heures. Donc, quand on a une mise à jour de 15 heures, en fait, on le fait sous le tapis, on ne le dit pas. Et puis un jour, l'utilisateur redémarre et c'est à jour, tant mieux. Et pour information, Apple a traité ce sujet que cette année, et même pas partout, c'est qu'aux États-Unis, puisque quand ils ont sorti l'iPhone 15 sous iOS 17, il y avait un bug. Quand il y avait la migration de données, on pouvait arriver sur un écran figé. Donc ils ont eu cette problématique de vouloir vendre des appareils avec la version 17.01. Et donc, ils ont inventé cette étagère qui permet de mettre à jour les iPhones directement dans leur emballage en 5 minutes. Comme ça, on achète directement un iPhone à jour. Ensuite, vos utilisateurs vont donc utiliser votre objet. Et là, vous allez avoir une mission, c'est de garder la connexion. Si vous perdez la connexion, en fait, vos objets sont vraiment des presse-papier. Ils ne servent plus à rien. Et en plus, vous avez perdu la capacité de les mettre à jour puisque vous n'avez plus la connexion.
Et si vous n'avez pas de bol, ça va impacter l'ensemble de vos objets. Donc vous vous réveillez le matin, il n'y a plus rien qui fonctionne. Alors les causes possibles, ça peut être juste un changement dans l'infra avec le cloud, on ne maîtrise pas forcément tous les changements. Ou alors vous avez envoyé une mise à jour complètement buggée, qui n'est même pas capable de se mettre à jour. Donc voilà, il y en a tout un tas d'autres. Si vraiment vous perdez la connexion, vous avez un dernier recours, ça va être les procédures de rappel, on connaît bien ça dans l'industrie mobile. C'est long, coûteux, beaucoup de difficultés logistiques et ça a un impact très négatif sur l'image de marque, surtout si vous travaillez dans les produits de luxe. Et vous avez aussi un risque lié au démontage des objets, puisque si vous n'avez pas prévu un connecteur pour les mettre à jour et qu'il faut aller dévisser 12 vis, tordre 3 plastiques pour accéder aux pins, c'est du vécu, vous avez un grand risque de casser l'objet. Une fois qu'il a été utilisé via la séparation, donc étonnamment, votre objet va se finir sur le bon coin, comme à peu près tous les objets. Et là, pour le moment, votre objet il est lié aux données de l'utilisateur. Et donc, il va falloir donner le pouvoir à vos utilisateurs d'aller délier ces données, ou peut-être de donner le pouvoir aux nouveaux propriétaires de délier ces données pour qu'ils puissent lier les siennes. Et c'est assez important de travailler sur cette partie-là, puisque ça reste quand même la première expérience du prochain propriétaire en réalité. Aujourd'hui, il y a une autre cause de rupture, ce sont les retours. Alors si vous faites le buzz avec vos produits, c'est bien, mais c'est un effet néfaste là-dessus. C'est qu'avec cette mode de faire le buzz, les gens achètent votre objet, font leur petite vidéo pour participer au buzz et puis ils renvoient l'objet. Et donc là, on a Apple Vision et iPin l'année dernière qui sont retrouvés dans cette situation où vous avez plus de retours que d'acheteurs. Donc c'est assez compliqué en termes de logistique derrière. En conclusion, la connexion, c'est bien plus qu'une simple extension, hein. Il y a tout un tas de facettes cachées derrière chaque étape. On l'a vu, il y en a sur la conception, le développement, le SAV, l'occasion, mais aussi sur les mises à jour, la sécurité, la consommation énergétique et même sur le business model. Donc vraiment, voilà. Il faut bien penser à toute l'expérience et l'adresser dans son ensemble. J'ai vu trop de projets d'objets connectés où finalement on arrive au dernier moment pour développer cette application et finalement l'objet il n'est pas compatible, il y a plein de choses qui ne marchent plus et on se retrouve dans un mur à chaque fonctionnalité en fait. Je suis Olivier Gauthier, ingénieur à Bitumoro depuis 15 ans. Merci de votre écoute.